Je pense que j'ai tout de suite compris que j'aimais être vu. Donc en vrai, j'ai commencé par b-boying, ça, les gens ne le savent pas. Et quand on fait les répètes avant le spectacle de fin d'année, on voit les filles faire leur show. Quand on voit leur show, on dit non, nous on va pas monter sur scène. C'est que moi je montais sur Dragon Ball Z. Sur Dragon Ball Z, moi je regardais pas moi. Tu fais partie de ceux-là. Je vous raconte l'histoire de Udot. Je pense que tout le monde a envie de l'entendre. Nous, il n'y avait pas de ancien respect, patati, patata. Moi, j'étais dans un truc, je vais gagner. Pour qu'on gagne. Donc, moi, j'ai jamais vu quelqu'un plus vieux que moi venir me voir et me dire Jimmy, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur. Réel. Fais ça. Personne fait ça. Et en gros, je me dis, je vais pas assumer en fait. J'ai pas de poteau. La structure, elle vient pas du danseur, elle vient de l'industrie dans laquelle il est. Nobody pray for me. Ce qui veut dire par là, c'est que toi, tu es là pour les gens. Tu donnes. Tu donnes. Mais quand tu fais ça pendant 20 ans, il t'a donné pendant 20 ans, toi aussi, il faut aller voir un thérapeute. Jimmy, je sais que tu n'aimes pas les mangas, mais j'ai fait une description et j'ai fait un parallèle avec un manga qui s'appelle One Piece. Aïe. Alors je t'explique. Luffy est un protagoniste et le protagoniste. Le héros accompagné de sa bande de délurés Yudat, qui sillonne les mers, le monde. D'ailleurs, demain tu pars en Corée. Luffy est solaire et fédère à travers sa détermination. Malgré les défaites et les échecs, son sourire et sa joie de vivre restent intacts. Tout comme lui, tu as ta foi et ton humanité te pousse à voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Es-tu parfait? Alors non, contrairement à lui, tu ne veux pas être le roi des pirates parce que lui, il veut être le roi des pirates. Non, tu ne veux pas être le meilleur, signe de fainéantise ou de fatalisme. Je pense que non, tu es juste incompris. Ta citation préférée, c'est quand le sage désigne la lune, l'idiot regarde le doigt. Pour toi, les hommes ne comprennent pas qu'un seul sourire suffit pour apaiser ce monde malade. Tu es un médecin de l'âme et du cœur. Serait-ce des idiots de ne pas comprendre et de ne pas comprendre ce qu'est la vie? Bienvenue à toi, Jimmy. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now. Merci. Très bonne description. Je regarde pas Luffy, mais en vrai, Luffy un bon frérot. Ouais, bah je regarde pas du tout One Piece. Non, mais en vrai, ce que tu dis, ouais, ça ressemble un peu à ma vie, ouais. Après, je pense qu'il y en a plein de gens qui rêveraient d'être Luffy, donc je vais pas dire que je ressemble à Luffy, mais ouais, il y a des trucs similaires, ouais. Alors, nous, on aimerait un peu connaître ton enfance, ton parcours et toutes ces choses-là. C'est pour ça que tu es là avec nous. On aimerait connaître ta vie. Qui est ce joyeux bonhomme qui a le sourire en permanence? Les secrets. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On veut tout savoir de toi. Je suis né de parents haïtiens qui ont immigré en France dans les années 80. 3 enfants, une grande sœur, un petit frère. Je suis l'enfant du milieu. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur mon caractère et comment je vois la vie. Après, ouais, une enfance joyeuse malgré la pauvreté, mais c'était pas quelque chose que je voyais en mode on est pauvre. Je me suis jamais senti pauvre. Je me suis senti un peu différent, mais pas pauvre. Mais franchement, une enfance normale. Un enfant normal qui joue au foot, qui joue avec ses potes, réservé. Mais ouais, un enfant normal. Alors, question, tu es né à Haïti ou tu es né ici? Non, je suis né en France. Tu es né en France. À Vitry-sur-Seine, 94. D'accord. Alors, est-ce que le gamin que tu étais était joueur, se faisait des relations assez simplement, avait des amis, était le meilleur footballeur? Parce que je sais que tu aimes beaucoup le foot aussi. J'aime trop le foot. Ouais, bah en vrai, le foot, c'était un catalyseur pour se faire des potes, jouer à fond. J'étais pas mauvais. Je faisais partie des mecs, tout le monde disait ouais, Jimmy joue au foot, ouais, Jimmy il est bon. Ça me faisait permettre de me connaître avec les gens, Et ouais, des premières relations, c'était le foot dans les box et ça joue au foot. Et est-ce que quand tu étais jeune, il y avait ce côté haïtien qui était très présent, la culture? Est-ce que quand tes parents sont venus, ils ont dit, bon, là, on a migré en France, on a besoin de transmettre tout ce qu'on a, notre histoire à nos enfants? Non, je pense pas. Non, je pense pas que mes parents étaient dedans. Je pense que mes parents, c'était tout l'opposé limite. C'était un mode... on va faire en sorte que notre enfance s'intègre bien à la France.
Ce qui arrive souvent dans les pays avec un passé esclavagiste, souvent, ben, les parents, les Antillais, c'est un peu pareil. Ça veut dire que fais pas de bruit, fais un peu en sorte de te faire remarquer, quoi. Et en gros, ouais, je pense que j'étais plus dans ça. Ouais. J'ai plus eu cette éducation-là de parler français. Mes parents parlaient avec moi créole, mais ils me forçaient pas du style à répondre en créole. Parler créole, c'est un peu un manque de respect envers les adultes, ce qui peut paraître bizarre pour les gens qui sont pas antillais. D'accord, mais je sais que beaucoup d'antillais vont comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que parler créole, ça veut dire c'est un peu un manque de respect quand tu parles avec un adulte en créole. D'accord. Et je suis pas ton pote. Ok, d'accord. Donc il y a ce truc de très français et on va s'intégrer à ce pays-là et on va faire en sorte qu'on ne se fasse pas remarquer. C'est très réel ce que tu dis parce que mes parents aussi sont arrivés en France dans les années 80 aussi. Mais je suis né au bled, moi, la différence. Et il y avait ce côté, en fait, de se dire, pour que notre enfant soit assimilé, il faut qu'il soit intégré surtout, qu'il soit intégré. On va pas lui parler avec notre, j'aime pas dire dialecte, notre langue, parce que sinon il va avoir du mal et je te rejoins dans ça. Donc là, ça y est, l'enfant se fait des potes de partout. Et comment arrive ton entrée dans la danse? Comment tu découvres cette passion-là? En fait, c'est ma grande sœur qui dansait au début. Et j'ai un cousin aussi qui était fan de hip-hop. Et en vrai, je pense que ça a commencé comme ça. Moi, j'aimais bien faire le petit marrant aussi, tu vois. Donc, j'imitais tout le monde dans la maison. Et aussi, on avait un truc qu'on faisait parce que ma sœur était partie aux États-Unis, elle avait ramené des sons des States. Elle avait commencé à faire de la danse dans les années 95. Oh. Et on écoutait grave du hip-hop et tout. Et on avait un sanctuaire, c'est qu'en fait, chacun enregistrait sa cassette vidéo de clip pendant toute l'année. Ah, ça, on l'a tous fait. Et à Noël, on attend que les parents ils dorment. Dès qu'ils dorment, on se met dans le salon et on regarde les clips. Et en vrai, ça crée une fascination toute bête sur des clips, sur des trucs et sur des manières de bouger, et après j'imitais une méthode, et après j'imitais un tel, et j'imitais un tel. Et après ça rentre, tu vois, il y a une scène de danse, tu fais les pas qu'il y a dans la scène. Et en vrai, il y a plein de trucs comme ça que je ne m'en avais pas rendu compte, mais en vrai, je dansais déjà. Et après, il y a eu toute une période où je pense que l'hip-hop il est venu à nous en 96, 97, 98, parce qu'il y avait tous les trucs des boss bands aussi, qui faisaient aussi du break, qui dansaient. Donc en vrai, j'ai commencé par le b-boying, ça les gens ne le savent pas. Ouais. Mais en vrai, on breakait tous dans mon quartier parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Fan 2. Ouais, mais tout le monde en parle avec Séverine Ferrer. Exactement. Et ils avaient fait un reportage sur Family qui avait fait le Battle of the Year et qui a été perdu en finale. Oh, ouais, j'ai vu ce reportage. Ah, moi, je l'ai pas vu, moi. Ouais. J'ai pas vu. Et ça nous a bousillé. Après, il y a eu les To Be Free qui dansaient à chaque fois dans leur émission. Et on regardait les trucs et on se dit comment ils font la coupole. Ouais. Et on regardait ça et on faisait la coupole dans le quartier. Tu vois. Tous. Et en gros, ouais. En gros, les gens ne savent pas, mais souvent, on est beaucoup 96, 97, 98. J'avais 10 ans. Et en gros, tout le monde dansait dans mon quartier. Quoi. Tout le monde dansait dans mon quartier. T'avais de la chance, toi. Et le break était une danse. Ouais. Était la danse la plus populaire en réalité. En fait. Exactement. Et en gros, tout le monde breakait. Tout le monde disait, ouais, il va breaker. On mettait des cartons, on breakait. Et il y avait les grands qui breakaient de chez nous. On breakait pour leur montrer comment on breakait aussi. Enfin, c'était un truc, on faisait des tournois de foot au futsal. Et à la pause, on disait, vas-y, qui sait faire la coupole? Et nous, on attendait que ce moment pour montrer comment on faisait la coupole. Mais en vrai, c'était un truc vraiment très... un jeu. Ouais, c'était un jeu, quoi. Moi, je ne me rendais pas compte. Je me rendais pas compte. Et après, quand j'arrive au collège... Non, je suis déjà au collège. Au collège, je suis un peu connu comme le danseur, un peu. Oh, moi et mon frère, on est un peu connus comme les danseurs, mais on ne prend pas de cours de danse, quoi. D'accord. Et voilà comment la danse, elle arrivait, en fait. Ouais. Et à l'école, c'était comment? T'étais à l'aise ou tu pensais qu'à la danse ou t'étais dedans? Non, moi, j'étais un mec... En fait, j'étais un... Allez, je pense que j'étais un peu... Je ne savais pas où me mettre, en fait. Je ne savais pas où me positionner. Parce que mes parents... Il y a une phrase qui dit Dave Chappelle, ça me fait trop penser à ma vie. Ouais. Il dit, mes parents ils ont tout fait pour pas qu'on grandisse en cité, mais on était dans des zones pavillonnaires, mais on était les plus pauvres de la zone pavillonnaire. Donc il dit, quand t'es pauvre dans les zones pavillonnaires, t'as l'impression que ce fléau il t'arrive qu'à toi en fait. Et en gros, nous on était, moi et mon frère et moi, on était dans une zone pavillonnaire, c'est-à-dire que tout le monde pensait qu'on était riches parce qu'on vivait dans des pavillons.
Mais en même temps, on n'était pas riches, mais en même temps, on n'était pas des mecs de la cité. Donc, on était un peu dans un entre-deux, en fait. Ouais, je vois. C'était dans un entre-deux, tu vois. Et en fait, on n'était pas stylé parce qu'on n'est pas de la cité. Et en fait, on était dans un entre-deux, en fait. Et tu penses que le fait de vivre dans cette zone pavillonnaire, ça t'a sauvé un peu de la délinquance? Non. 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 Parce que mon voisin qui est la même rue, il y a 2 Renois dans la rue, l'autre Renois, lui, il est tombé dedans, tu vois. Non. Ah, je dis ça parce que moi, j'ai déménagé on était dans un quartier, du coup, et j'ai déménagé à l'âge. Mes parents, ils ont fait déménager à l'âge de 15 ans, parce que je pense qu'ils ont senti la douille. Et du coup, en fait, je me dis que quand je suis revenu 2 ou 3 ans après, ils étaient tous tombés. Non. Ouais, et je me dis que ça a joué, en tout cas pour moi, c'est d'avoir senti le truc, tu vois. Mais... Non, en vrai, sincèrement, je pense vraiment pas. Je pense qu'une des choses qui nous a évité, j'en ai pas parlé, mais c'est quand même un point très important aussi dans l'évolution et même dans le fait que je me sente un peu bizarre, c'est que ma mère est très religieuse. Les Haïtiens en général sont très religieux. C'est-à-dire que j'allais à l'église tous les dimanches et j'allais à l'église tous les mercredis. Et tu vois, ça c'est un truc, tu vois, pour revenir par rapport au manga, c'est que moi je mentais sur Dragon Ball Z. Sur Dragon Ball Z, moi je regardais pas, moi. Tu fais partie de ceux-là. Je faisais waouh, mais je savais pas de quoi il parlait en fait. Ça tombe bien ce que tu dis, mais ça va totalement avec ton image. Et justement, pour faire cette interview, forcément, j'ai regardé des interviews de toi. Tu dis dans une interview, si tu étais une émission, tu serais la famille en or. Ouais. Et si tu étais un danseur, tu serais ton frère. Ouais. Et il y a ce qu'on appelle les 3 F. Family, Faith, Friendship. La famille, pour ceux qui ne comprennent pas, la foi et l'amitié. Est-ce que c'est ça qui te permet de donner un sens et de la valeur à tout ce que tu entreprends? En fait, je pense que j'ai grandi dans ça. D'accord. J'ai grandi dans ça. J'ai grandi vraiment dans la foi, la famille et les amis. Le truc qui s'est passé, c'est que comme j'ai dit, je me sentais un peu à part. Parce que j'avais pas une vie, j'avais pas d'exemple autour de moi, des gens qui vivaient la même chose que moi. Ouais. Il y avait des gens qui étaient antillais, mais eux, ils pouvaient aller en fête. Moi, j'étais bloqué chez moi. Moi, je kiffais le hip-hop, mais en même temps, les gens, ils dansaient pas. Je faisais du foot, mais je pouvais pas aller en club parce que j'avais pas les moyens. Je vivais en pavillon alors que tous mes potes habitaient en cité. Ouais. J'étais toujours dans un truc où j'étais pas comme les autres. Donc, au final, après, je pense que j'ai longtemps essayé de me faire plaire par des amis. Ouais. Et après, une fois que j'ai compris que ça avait aucune valeur, c'est là que j'ai compris que la valeur, elle venait qu'à moi. Mais au moment où j'ai eu plein de trucs comme ça, c'est là que Yudat est arrivé. Okay. Quel âge? À quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans. C'est très jeune, hein? 15-16 ans. Du coup, quand tu arrives à... Enfin, Yudat, du coup. Ouais. Pas arriver sur Yudat. Ça arrivait directement Yudat ou t'as fait d'autres choses avant? En danse? Ouais. En danse, il faut que je vous raconte l'histoire de Yudat. Je pense que tout le monde a envie de l'entendre. On veut entendre tout ça, justement. En fait, je vous explique. En gros, je suis connu comme le danseur parce qu'on vient tous du même quartier, on fait tous du foot, etc. et tout. Et je sais plus, je crois que c'est Yann qui va à une fête avec d'autres mecs des anciens Yudat. Ils vont voir, je pense qu'il y avait des mecs qui dansaient. Ils se sont dit, putain, c'est trop stylé la danse. Et il y avait un mec qui dansait encore à Villiers. Parce que Villiers, à la base, il y avait des danseurs, mais ils ont tous arrêté. Il y en avait un qui dansait encore, il s'appelait Ahmed. Et il dit quoi, Ahmed? Ahmed, il dit, écoute, je vais arrêter la danse. Donc là, c'est les dernières années où je donne des cours. Alors, si vous voulez prendre des cours, venez. Et là, il y a Ruffo qui fait passer l'annonce à tout le monde du quartier. Moi, je faisais du foot. Ruffo qui est un danseur aussi. Ouais, qui est un danseur et qui a créé un autre groupe. Qu'on a viré, mais car un peu comme nous, on a viré Canon de Classe X. Je suis désolé, Canon. Ça tire. C'est des facts. La prescription. La prescription, maintenant. Mais en vrai, il fait passer le mot à tout le monde et tout le monde y va. Moi, j'y ai pas été parce que moi, j'avais encore l'envie d'être professionnel en danse, en foot. Donc, moi, j'ai fait une détection à Vincennes. D'accord, ok. Ouais. Et à Vincennes, je suis pris. Mais je ne sais pas ce qui se passe en moi. J'avais déjà vécu une déception avant. Je suis pris à Vincennes et c'est marrant parce que quand je vais à Vincennes, il y a un joueur qui part de Vincennes qui va dans un centre de formation. Ouais. Et c'est Blaise Matuidi. Fun fact. Ah, Blaise, que je connais en plus. Ouais. Je connais aussi. Il habitait à Fontenay. À Fontenay. Et qui jouait à Vincennes. Ok. Et avant d'aller à Troyes. Et il est venu à Troyes. Et c'est là que je l'ai rencontré parce que c'est aussi un cousin d'un pote. T'as capté? Ouais. C'est un délire. Donc, je vais à Vincennes.
On parle de Blaise qui va à 3, et etc. Et des joueurs. Et je vais, et en vrai, c'est grave long le bus pour aller à Vincennes. Et je suis tout seul. Et je me dis, est-ce que je vais faire ça toute l'année, tu vois. Et mon frère, lui, il va danser avec les autres du quartier. Donc moi, je teste mon truc à Vincennes. Je suis pris, ils veulent me prendre et tout, payer la licence. Mon daron, il est chaud. Je dis, j'ai payé la licence, par contre, je peux pas t'amener. Et en gros, et quand je vais à l'entraînement, je rentre de l'entraînement, il est déjà 23h. Ah lendemain, c'est 7h du mat. ouais. En vrai, je suis KO. T'avais quel âge, je rappelle? J'avais 15 ans. Wow. Et en gros, je me dis, je vais pas assumer en fait. J'ai pas de poteau. Je suis déterminé, mais il y a Terminé, mais il y a des limites. des Il limites. va me voir 2 fois. Non, vas-y, je paye. Tu vas. Putain. Et en vrai, à cet âge-là, tout le monde fait une activité durant l'année. Oui. Il vient le lendemain, Jimmy. La danse est trop lourd. Il vient narguer comme ça. La danse, arrête de foot. C'est fini, cousin. T'es vieux. Il y a tout le monde. Il y a Yann, il y a Rufo, il y a Johan, il y a Toumani. Tout le monde vient là-dedans. Et toi, t'es pas là. T'es pas là, vas-y, je vais venir regarder. Il dit, j'ai regardé. Et en fait, il m'avait fait un mauvais coup. C'est qu'ils avaient dit, le gars, Ahmed, il avait fait une chorégraphie. Et en gros, ils ont dit, là, il y a Jimmy qui vient la semaine prochaine. Alors qu'il m'avait rien dit. Je suis arrivé regarder. En gros, j'avais déjà un placement dans la Corée. J'avais déjà un placement dans la Corée, en fait. Ah, je pleure. En gros, là, t'es en train de nous dire que ton frère a tué ta carrière. Ouais, il y avait déjà un truc, et puis après, il y avait des autres. En fait, je me retrouve, tu vois, il y avait Vincennes où je vais tout seul. Donc, Ouh, je suis avec des poteaux et ça rigole de ouf. à 15 ans, À 15 piges. le choix est vite fait. Le choix est fait. Bam. Et en fait, on va à la danse. Et en vrai, le nom du date, pourquoi? Parce qu'on fait une année où ça rigole, ça s'ambiance. Et on fait à la fin d'année, on fait un spectacle de fin d'année. Et en gros, nous, on danse. Il n'y a que les garçons et il y a un groupe de filles. Et les filles aussi, on les connaît. C'est des filles du lycée. Ouais. C'est des filles qu'on connaît, qu'on a grandi avec. Et on les a jamais vues danser. Et quand on fait les répètes avant le spectacle de fin d'année, on voit les filles faire leur show. Quand on voit leur show, on dit non, nous, on va pas monter sur scène. Les mecs n'étaient pas prêts. On était avec un Fresno en 8 ans. Elles étaient dansées sur Missy Elliott, passe d'Adage. Elles allaient dans tous les côtés. On a dit, ouais, on va pas y aller là. On a dit, Ahmed, nous on va pas danser. Ahmed dit, mais non, mais wesh, les gens ils attendent, ils vont pouvoir danser tout ça. Ahmed, un homme incroyable, un homme en or. Il dit, mais les gars, vous allez danser tout ça. On dit, mais Ahmed, wesh, Ahmed, on n'a même pas de nom. En gros, t'as juste à dire, on n'est pas là. On n'a pas de nom de groupe. Et il dit quoi? Il dit une phrase de ouf. Il dit, hey, les gars, il y a un début à tout. Et vous n'avez pas de nom de groupe? On va appeler votre nom comme ça. Il y a un début à tout. Yudat. Oh, c'est joli ça. Et en gros, et je coupe bien, hein, véridique. On dit, ah, Yudat, c'est stylé. On trouve directement ça. Oh, direct. Le jour, on trouve ça. On fait wow ensemble. On fait le show. Le show. Alors, On fait le show, on fait que ça. vous avez tout retrouvé ou pas? Hein? Moi, c'est les gens du quartier. Ils disent, oh, mais Il y avait tous les poteaux du quartier surtout. ça danse. Non, mais on a tous une expérience comme ça. Moi, je me Les gars, rappelle. mais si je vous raconte comment. Et c'est comme ça qu'on a créé Yudat. Nordine. Comme vous savez comment Nordine il danse. Ouais. Nordine, sa fenêtre donnée sur la salle de danse. Ok. Et en gros, Yann, il était au lycée avec Nordi, un mec qui s'appelle Samuel, un autre Samuel. Ouais. Et en gros, Samuel, il vient pour danser. Nordine, il voit Samuel, le mec, son collègue de classe. Il descend en claquette. Hein. Il monte, il vient pour vanner Samuel. Et Nordine, c'est un mec qui a une grande bouche. Donc il va dire, ah, c'est nul. Et là, tu dis, tu sais même pas le faire, ça. Je dis, bien sûr, je sais le faire. Moi, je sais le faire. Et en gros, il s'est juste pris la tête en vannant pour essayer de faire un pas. On l'a engrainé à faire de la danse. Oh, purée. Non, les histoires d'ados, c'est les meilleurs. Nous, c'est un accident, Yudat. Non, mais celle-là, elle est incroyable. Moi, mon premier spectacle de danse est pendant 5 minutes. J'ai fait un pseudo backslide pendant 5 minutes et je trouvais ça stylé. Ah, putain. Ah, mais, Non, mais je pense que c'est propice à tout. Moi, mon premier spectacle, mes parents ils sont venus, mes frères ils sont venus. Ah ouais, t'as de la chance, toi. J'ai de la chance, mais attends, t'as pas la chute. Parce que j'ai un frère jumeau aussi, tu vois. Ah ouais. Il me regarde, ouais, il me sort comme ça, il me regarde comme ça, avec mon frère, et je crois que mon père il me dit,
Donc là, ça fait 1 an pour faire ça comme ça. Comme extra. Il me dit, mais c'est éclaté. Mon père aussi, la première fois, il est venu me voir danser, c'est nul. Il a dit, plus jamais. Et sur la vie de moi, ils sont revenus peut-être 5 ou 6 ans après. Ouais, il y a, après, il y a toujours la daronne. Il y a que la daronne qui venait. Mon frère m'a dit, mais vas-y, c'est pété ce que tu fais. Mais moi, je trouve intéressant justement comment vous avez créé votre groupe et encore plus le nom parce que c'est vraiment à votre image. Il y a eu cette synergie qui s'est créée immédiatement et cette énergie, ce côté un peu destin, destiné. Il y avait vraiment ce côté destiné. Bon, on ne voyait pas, ouais. Nous, en vrai, on ne voyait pas. Nous, on pensait juste que c'était un kiff, on n'avait pas de perspective. Franchement, faut se mettre à l'époque, tu vois. Après, on va au Juste Debout 2004. Et en fait, on a redonné envie à Ahmed de continuer la danse. Donc Ahmed, il se sentait responsable de nous. Donc il allait à Ultimatum School. Big up. J'ai dansé avec lui d'ailleurs. Ouais, il donnait des cours à Ultimatum School pour nous donner des steps, nous apprendre des bases, pour que nous, on soit bons, tu vois. Et ça, c'est, tu vois, moi j'ai un gros combat aujourd'hui entre les gens qui donnent des cours et les gens qui sont des bons pédagogues. Parce qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec tes qualités de danse. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qu'on disait hier avec nos élèves, justement. On parlait de ça. On parlait du fait que la danse, c'est avant tout de la danse. Certes, la technique, ça peut être intéressant, mais il faut que vous, en tant que danseur, vous kiffiez et que la personne qui vous regarde et qui vous voit ressente quelque chose d'abord. Je vais même aller plus loin. Je pense que les gens forts sont des très mauvais profs. Pas parce que... Quand je dis mauvais prof, attention. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un truc inné et que tu arrives à tellement haut, c'est très dur de parler avec des gens qui ont une autre sensibilité que toi et une autre vision que toi. Et pour qu'ils arrivent à ta vision, il faut qu'ils aient des années d'expérience. Et je pense que... Et je pense même que c'est problématique pour quelqu'un qui est super fort de donner des cours à des gens qui sont super nuls. No shade. Non, No shade. Ouais. Et je pense que les gens qui sont pas bons sont les meilleurs profs. Parce que ce qu'ils vont donner le plus, c'est l'amour de la danse. Au lieu de leur ego à eux. C'est que notre prof, il a jamais fait que aucun des UDAT danse pareil. Ça, c'est bien ça. Ouais. C'est même pas bien, c'est extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Transmission. C'est extraordinaire. Identité. Il a poussé, il s'est effacé lui pour mettre la lumière sur nous. C'est-à-dire qu'il voyait des qualités en nous sans penser à ses propres qualités. Donc quand nous on va au Juste Debout et que nous on devient fan de danse et que lui il se dit putain là j'ai fait un truc de ouf et qu'en vrai on commence à vraiment vouloir s'entraîner, on dansait tout le temps, mais quand je vous dis tout le temps, c'est ridicule. Le nombre d'heures danse qu'on faisait, c'était un truc de ouf. Vraiment un truc de ouf. Les gens ils s'imaginent même pas. Si je le dis, les gens ils ne pourront même pas me croire. Mais dans ta tête, quand vous dansiez comme ça, c'était pour devenir pro ou juste... C'est pourquoi? En fait, pour quelle raison, du coup? Parce qu'on kiffait. Par kiff. En vrai, c'est pas. Du coup, tu te projetais même pas Rien. plus tard. Et du coup, qu'est-ce qui... Parce que l'émission, en fait, c'est mindset, tu vois. À cette période-là, dans vos têtes, parce que je pense que tu es même dans ton tête, c'était quoi la motivation? Juste, c'était la passion d'être entre vous? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. En vrai, on était dans un délire. En fait, c'est comme si je te disais, tu vois, c'est la première fois que je trouve des amis. Ouais. En mode, oh, c'est lourd ce que tu fais. Ouah, c'est lourd ce que tu fais. Et en fait, on était dedans. Ouah, trop bien. Ouah, Samuel au sol. Ah, quand tu fais ça, trop bien, Samuel. Et en fait, on a donné de la force à un tel. Oh, Jimmy, tes bras, trop fort. Ouais. Bam, on me donne de la force. Oh, Yann, tes appuis, trop fort. Bam. Oh, Nordine au sol, chorégraphie Nordine. Oh, Nordine, t'es chaud. En fait, on s'est donné de la force. Ouais. En fait, on a 15-16 ans. On a chacun des vies différentes et on se donne de la force. Et cette force qu'on se donne, tu vois, par exemple, Nickel, comment on rencontre Nickel? On fait notre premier battle. Je fais mon premier battle, j'arrive en finale, premier battle. Ouais. Je sors Fabrice. Ah, premier battle. Premier battle, je sors Fabrice. Ah, c'était où ça? Dans 77, et c'est Canon qui a organisé le battle. Ouais, c'est ses débuts. C'était le Battle Rival School. Non, même pas. Battle Expert, ça s'appelait. Ouais. Ah, ok. C'est le premier battle qu'il organise. Et nous, on y va. Il n'y a personne parce que c'est à Trilport. C'est dans 77. Loin là-bas, à Château-Thierry. On va là-bas. Cousin, je vois tous les danseurs et tout. Et moi, dans ma tête, j'étais même pas... C'est pour ça que je te dis que nous, on était vraiment des ovnis. C'est que nous, on avait la mentalité. Et c'est un tournoi, c'est comme le foot. Ouais. Nous, il n'y avait pas de anciens... respect, patati, patata. Moi, j'étais dans un truc, je vais gagner. Faut qu'on gagne.
Faut qu'on Moi, ce qui gagne. compte, c'est le résultat. Moi, j'ai grandi en mode il faut gagner le match. Ouais, c'est ça. S'il faut jouer en défense et tu D'accord. marques un but et tu joues en défense, tu as gagné le match. Ouais, ça. Et moi, j'étais comme ça dans la danse. C'est-à-dire que j'étais pas un super bon danseur. Mais dans mon mindset, j'étais tellement loin que j'étais pas timide, en fait. Ouais. Et j'avais pas d'ambition de gagner. Je m'en foutais de l'argent, je m'en foutais Non, du tu veux blague. juste gagner ton match. Tu veux juste gagner ton tournoi ou ton match. Détermination. Et on arrive et j'arrive en finale contre Niako, passage supplémentaire. Premier battle. Incroyable. Premier battle. Incroyable. Putain. Pour ceux qui Tu vois, savent, pourquoi ceux qui ne savent pas, Niako faisait partie des grosses têtes des danseurs de hip-hop et très grand danseur. Mais du coup, ce qui est intéressant, parce que du coup, dans ton discours, je te rejoins en fait en réalité. Tu vois. Je vois Unity dans ton discours où tu danses, tu vas à la salle après l'école et tu kiffes et tu calcules pas. Et en fait, c'est comme si tu étais dehors au quartier et en fait, tu es dans la salle et tu t'entraînes Ouais. sans but, etc. Et ce que je trouve ça intéressant, ou en tout cas d'échanger avec toi, c'est la génération de maintenant, j'ai pas l'impression, ou peut-être que c'est moi, parce que j'ai mon école de danse et j'ai mes élèves et tout, etc. Et je vois d'autres jeunes, que ce truc-là existe. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, moi, qui arrivent dans mes cours et qui disent autrement. je vais faire danseur pro, tu vois, directement. Autrement, tu vois. mais parce que Autrement. maintenant c'est possible. Parce que Ouais, ok. la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont des exemples comme moi. Mm. Moi, j'avais pas d'exemple comme moi quand j'ai commencé. Ouais, En vrai, c'est comme si moi, moi je commence. Le DVD de Juste Debout n'existe pas. ouais. Nous, on a vécu le DVD où le mec il dit je veux un DVD sur un forum, casquette rouge, et on va voir un mec avec casquette rouge. C'est toi le mec casquette rouge? Ouais, c'est moi. Ouais. Tiens, je t'achète le DVD 20 balles. Et les DVD, ils tournent dans toutes les. On en parlait avec Bruce, justement, de ça. Donc, tu vois, nous, on a vécu cette période-là. Et en vrai, tu kiffes et tout. Après, professionnel en danse, moi, c'est venu 10 ans après, moi. C'est venu 10 ans après. Moi, j'étais là où je vais taper les gens en battle, je vais faire ma vie à côté, quoi. Bah, comme tu dis, votre histoire, enfin ton histoire, Alexo, et ton histoire à la tienne, c'est le fait de profiter des choses simples et des choses de la vie, ce côté amical et ce côté amitié. Et je rebondis sur une phrase que tu as dit justement, et j'ai trouvé très belle. Le bonheur, c'est la satisfaction d'avoir. Est-ce que ces moments-là, ils étaient intenses justement parce que tu te dis, bah là, on était vivant, on se sentait là, on se sentait présent. Ouais, grave. Je vais même te dire un autre truc, carrément, c'était trop puissant. C'est-à-dire, c'était tellement puissant ce qu'on a vécu, du date, que ça fait que ça dure jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui fait que ça a tellement marqué nos vies que c'est incomparable avec ce qui va se passer après. Et je pense que c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes de Udat, de ce qu'on a vécu, ont arrêté. Ouais. Parce qu'il y a l'amour de la danse et il y a l'amour de ce qu'on vit. Et les deux sont mélangés. Et comme je dis, le bonheur, c'est la satisfaction d'avoir. C'est-à-dire que c'était pas important de... Nous, on était comme si on était dans une bulle, en fait. Avec Ahmed, avec tout. On est dans une bulle. On arrive et tout. Enfin, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais on a réalisé les rêves de gens qui étaient là 10 ans avant nous. Ouais, je vois. Moi, je me rappelle, j'allais m'entraîner à Gennevilliers. Il y a un mec qui dit ouais, moi, je m'entraîne de ouf. Il s'entraîne tout le temps. Il était archi fort. Je vais gagner Juste Debout. On va au Juste Debout, le gars, il passe pas les présélections. Et d'après, nous, on le fait, on va en demi-finale. Ouais, mais vous aviez bossé aussi. Non. En fait, regarde, pour te dire, le mec, on le rencontre. On va dans sa salle. Il est plus fort que nous. Ouais. Il passe pas les présélections. Nous, on le fait un an après, on va en demi-finale. Enfin, tu vois le gap. C'est-à-dire que nous, on était insouciants, en fait. On vivait les trucs Oui, mais dans une bulle. on est d'accord que c'est pas parce que tu es fort à la salle que tu es forcément fort en battle. Oui, en oui. battle. Je sais pas. Il y a d'autres pressions. Il y a tout le monde dans toutes les salles, il y a des tueurs à gages. Totalement. Je peux te dire toutes les raisons qui peuvent faire que nous, on est passé, que lui, il n'est pas passé. Ouais. C'est ce que je te dis, c'est que nous, comme on le vit, on est dans un truc, on est entre potes, Ouais. on est comme ça, on est tout le temps ensemble, on a des résultats en danse. Enfin, c'est un délire, quoi. Ouais. L'amour, Et ouais. attends, Judas, ça commence en 2003. J'ai fait demi-finale en 2007. Ouais. Il y a- C'est-à-dire, je commence à faire le Fresno en 8-8 en 2003. En 2007, je vais en demi-finale du plus gros battle. En fait, c'est pas une question de niveau, c'est une question que j'étais dans une bulle. Ouais. Mais quand la vie, elle commence à t'attraper et que la réalité, elle commence à centre-choc, Ouais. c'est là que la réalité, elle commence. Ouais. Tu vois. Bah, c'est... Et du coup, qu'est-ce qui explique cette réussite pour toi? Pour moi, Ouais. je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent, qui s'entrechoquent.
dans le fait que ça réussisse pour moi. Je pense que j'ai tout de suite compris que j'aimais être vu. Ça, déjà, c'est très rare que les gens puissent avouer L'assumer. et l'assumer. Moi, j'aime être vu. Mais- C'est-à-dire que moi, je dansais mieux, des fois même, quand il y avait 20 000 personnes, que quand il y avait 2 personnes. dans la salle. Ouais, mais Mais c'est réel. c'est réel. C'est réel. C'est Mais réel. Moi, je vais danser dans un battle dans une salle dans l'Île-de-France. Mm. Je vais mal danser. Tu me mets le Summer Dance Forever, je vais tout retourner. J'aime être vu. C'est un truc, c'est une adrénaline. Et en vrai, Artiste. je pense que ça va plus loin qu'artiste. Je pense que le fait que je suis l'enfant du milieu, et j'ai lu un livre sur ça où il parle de l'enfant du milieu, où en fait, le fait que tu n'as jamais eu l'attention totalement de tes parents, tu cherches toujours l'attention des autres. D'accord, ok. Je vois. Et je pense que si, par exemple, si tu prends mon frère et moi, mon frère, c'est tout l'opposé. D'accord. Mon frère, il a besoin d'avoir l'amour pour se sentir bien. Moi, j'ai besoin de chercher l'attention des gens. C'est le plus grand, c'est ça? Ouais. Non, c'est plus petit. C'est le plus petit, d'accord. C'est-à-dire que lui, il a eu, on te regarde, il a eu l'attention. Mais moi, j'ai cherché l'attention des gens. C'est pour ça que je pense que quand Ok, j'ai je commencé comprends. à faire de la danse, j'ai dit, oh, j'ai chopé un truc, boum. Et je pense que c'est ça qui a fait que moi, ça a réussi. Parce que moi, je me suis dit, je ne pourrais jamais avoir l'attention ailleurs dans ma vie que par ça. C'est intéressant ce Ouais, c'est parallèle super entre intéressant. ta vie et ta vie d'artiste. Ouais, Tout est lié en fait en réalité. C'est lié. Mais ça se voit quand je danse. Je suis là, regardez-moi, tu vois. D'accord, tu as su t'écouter. Tu te disais à un moment donné dans ton enfance que tu ne connaissais pas ta place. Tu connaissais pas ta place et tu ne savais pas où te trouver. Et ça m'a fait penser à une histoire, enfin un truc que j'ai lu, sur le canari et les miniers. En fait, les miniers, quand ils allaient travailler sous la terre, il y avait les canaris qui étaient là. Et quand le canari chantait, ça veut dire qu'il y avait de l'air. Ouais. Et quand il chantait plus, ça veut dire qu'il n'y en avait pas et que les miniers devaient sortir. Est-ce que toi, du coup, ton intérieur, tu l'as ressenti, tu t'es dit, bon, là, c'est le moment, je ne trouve pas ma place, mais là, c'est le moment où il faut que, bah, c'est bon. Il faut que je me sorte, il faut que je fasse des choses, il faut que j'aille dans cette direction, il faut que je me bouge un peu et que... Bah, moi, je pense que ça arrivait maintenant. D'accord. C'est maintenant que ça arrive, à 35 ans. Avant, non. D'accord. Je pense que c'est la danse qui m'a trouvé plus que moi, j'ai trouvé la danse. C'est-à-dire que c'est l'approbation des gens qui regardaient. Je me suis dit, ah ouais, je suis bon à ça. D'accord. Parce que moi, la phrase que j'ai entendue toute ma vie, c'est il peut mieux faire, quoi. Mais je savais pas comment mieux faire. Je faisais comme je pouvais avec les moyens que j'avais en moi, tu vois. Mais je t'interromps un peu. Tu dis il peut mieux faire, mais dans quel sens? C'était lors de battle ou c'était dans ta vie en Dans général? la vie en général, tout ce que je faisais. D'accord. Football peut mieux faire. École D'accord. peut mieux faire. Toujours, on m'a toujours dit, ouais, talentueux, mais fais pas assez. On m'a toujours dit ça. Et j'arrive dans la danse, je suis au top. Et attention, hein. Et c'est bizarre ce que je vais dire, peut-être les gens vont pas se rendre compte, mais je me suis pas rendu que j'étais au top une fois que j'ai commencé à donner des cours. Parce que je vivais mon truc, j'étais dans une bulle, moi. Avec mes gars, moi. Mais est-ce que c'est pas mieux justement de vivre cette chose? C'est pas mieux de vivre cette chose et de justement, ça va avec un peu ta philosophie d'être là au moment présent, de vivre les choses et de pas voir ce qui se dit à côté, de pas se dire ah mais j'en suis où là? Non, je vis le truc et c'est pas mieux de justement dans ce moment présent. Ça dépend parce que la bulle, une fois, elle éclate. Et quand la bulle, elle éclate, c'est là que tu vois la réalité. D'accord. Et je pense que quand la bulle, elle est éclatée pour tout Udat, c'est là qu'il a fallu qu'on fasse un choix pour le groupe. Mais quand tu dis éclater, c'est-à-dire que vous avez eu, c'est des choix de vie et de se dire, oui. par exemple, qu'il y en a qui disent, bon, là, il faut que je mange quand même parce que là, je gagne pas assez d'argent. Totalement, D'accord. exactement. Il y en a, ils se disent, moi, dans Udat, je sais pas pourquoi, mais on est tous restés longtemps avec les filles avec qui nous sommes. C'est bien, ça. Mais je sais pas, je pense que c'est dû à Ahmed, en fait. On a vu Ahmed, on a dit, j'aimerais bien être comme lui, donc on a fait ce truc-là. Mais, Une figure. au bout d'un moment, tu sais comment une femme, c'est le reflet de ta vie. Elle va te dire, mais ouais, je vais pas rester avec un mec comme ça, tu t'entraînes tous les soirs. Pourquoi, en fait? Et après, même, tu as des envies, tu as envie d'avoir un appart, tu as envie d'avoir une maison, tu as envie d'avoir ça, etc. Et tout, tu as envie d'avancer. Moi, je gagnais des battles, je faisais quelques voyages, mais c'était à des années-lumière de penser que j'allais faire une carrière dedans. Et Quelle période ça, cette remise en question? C'est trop bien en question, entre 2010 et 2013. Ok. C'est-à-dire que Nickel, il part en Angleterre. Samuel Yann, il fait un BPGEPS.
Nordine, il se met à fond dans l'animation, il commence à être directeur de structure. Johnson, il se dit bah, vas-y, moi je vais être à fond sur les jeunes, il travaille à la MJC. En gros, tout le monde fait quelque chose, quoi. Et je me retrouve, moi, j'ai que la danse. D'accord. Mais qu'est-ce que je vais faire avec la danse? C'est intéressant ça, parce que je pense que c'est les questionnements de beaucoup de danseurs. Ouais. Et je pense que le parcours de tout danseur où ça arrive à un moment où tu dis bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et c'est un peu ce qu'on discutait la dernière fois dans le podcast avec Bruce, justement, qui lui, coup du sort, il s'est mis très jeune comme vous avec sa femme, mais il a eu un enfant très tôt aussi. Moi, j'ai pas eu d'enfant, j'ai bloqué. Et lui... Alors, lui, il a eu un enfant très tôt et il était modèle aussi. Et il se disait, bah attends, elle là, elle a 18 piges, elle a un appart. Bah, moi aussi, j'ai envie d'avoir mon appart. Et du coup, il a commencé à structurer. Et le problème de beaucoup de danseurs, qui est une réalité, il y a beaucoup de danseurs qui manquent de structure. C'est le sac à dos. Ouais, c'est le sac à dos qu'on Le balade. sac à dos. Et j'entends ce que tu dis, et c'est normal qu'on manque de structure parce que la structure, elle vient pas du danseur, elle vient de l'industrie dans laquelle il est. Et ce que je veux dire, c'est que l'industrie n'est pas structurée. Je dis un exemple. Si les rappeurs n'étaient pas de maison de disques, les rappeurs feraient juste de la musique, ils se feraient carotte. Je suis d'accord avec ça. Jules, il a envoyé ses premiers sons, Chiquita, il a envoyé en MP3. Ouais. Donc, ce que je veux dire par là, mais à contrario, il est indépendant. Il est indé, donc il a son truc à lui. Une longue histoire, un agent, son pote agent qui est décédé. Oui, bon, il y a des histoires étranges. Non, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il a été indépendant, mais il a dû comprendre l'industrie parce que l'industrie, elle existait. Oui. Et je me rends compte, et c'est pour ça que peut-être qu'on va y arriver, mais je me suis rendu compte que, l'industrie, elle n'était pas structurée. Donc, c'est à toi de te structurer. Donc, il fallait que je traîne avec des gens structurés pour me structurer. Et autour de moi, il n'y avait que des gens qui étaient forts, mais qui n'étaient pas structurés. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Et justement, il faut le reconnaître, on a grandi dans des quartiers et d'autres ont grandi ailleurs et ont d'autres réalités. Et par exemple, ils vont apprendre la valeur de l'argent très jeune, soit en apprenant, par exemple, à économiser et toutes ces choses-là. C'est ce qui fait qu'il y a par la suite, ils savent un peu comment structurer leur vie. Est-ce que nous, malheureusement, il faut le reconnaître, pas tous, mais on a ce problème de manque de suivi. Comme tu dis, entourage, tu n'as pas fini par t'entourer, mais on n'a pas l'entourage qu'il faut pour dire, plus tard, moi, je vais arriver là, en fait. Je vais aller plus loin que toi. Quand je dis pas plus loin que toi, pas pour dire... J'ai compris. Quand je dis je vais aller plus loin que toi, c'est que je pense que c'est dû à tout le... C'est profond ce que je vais dire. Ouais. Désolé, mais c'est... Non, on est là pour parler. Parlons. Lâche-toi. Je pense que c'est dû totalement à ce que l'homme noir représente dans la société. C'est-à-dire qu'on doit être fort, sexy, beau, mais pas forcément sensible et vulnérable. Ce qui fait que les problèmes des gens qui les ont eus, nous on va parler des problèmes des gens qu'ils ont eu à ceux d'après. Et ça devient un truc opaque. C'est-à-dire que les gens, même dans le podcast, tous les gens que tu vas voir, ils vont parler que de leur réussite. Mais en fait, ils sont construits par rapport aux échecs. Ils ne sont construits pas par rapport aux réussites. Ils sont construits par rapport aux échecs. Et le problème qu'il y a, c'est que les gens, quand ils ont des problèmes d'argent et qui sont en galère, qui ne payent pas leur loyer, qui vivent chez leur daronne, etc., ils vont pas... Moi, j'ai jamais vu quelqu'un plus vieux que moi venir me voir et me dire « Jimmy, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur, j'ai fait ça comme erreur. » Fais ça. Personne ne fait ça. Ils vont dire « Elle est jeune, vous prenez des plans gratuits. » C'est ça qu'ils vont dire. C'est réel. C'est tout ce qu'ils vont dire. Ils vont mettre encore la responsabilité sur les jeunes sans leur parler de leur vulnérabilité et de leurs échecs à eux et de ce qu'eux, ils n'ont pas réussi. Et c'est pour ça que je te dis ça. C'est pourquoi je te dis ça, c'est que si tu ne préviens pas des problèmes que tu as eus, les problèmes vont se répéter. Ouais, c'est ça. Donc au final, quand ça se répète, qu'est-ce que tu veux faire? C'est qu'en vrai, voilà, on ne parle pas des vraies choses. Quand je dis on ne parle pas des vraies choses, c'est que moi, je sais que moi, personne n'est venu vers moi et m'a dit, il faut dire tel prix, il faut dire tel prix, il faut dire tel prix. Moi, j'ai dû sortir du carcan de la danse pour aller voir d'autres personnes pour comprendre déjà ce que ça signifiait quand les gens me payaient, ce que ça signifiait de négocier, et etc. Avant, je disais que quoi? C'est pas mon prix? Non. Parce que j'écoutais ce qu'on m'avait dit. Ouais. C'est la chose la plus stupide que j'ai pu faire. Alors, et vu que personne ne te l'explique, toujours la transmission.
Mais c'est une Ouais, question et les de gens parlent de transmission. transmission, mais on parle que de transmission de step. Oui, Moi, en vrai, oui. C'est exactement ça. moi, en vrai, je te dis la vérité. Aujourd'hui, ce que nous, on a besoin, nous, mais en tout cas, s'il y avait un jeune Jimmy, ce qu'il aurait besoin, c'est de lui dire, écoute, Jimmy, tu peux avoir une stabilité dans ta vie. Tu peux avoir ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Il y a ça qui est possible de faire. Il y a ça qui est possible de faire. Par contre, il faut... Et moi, je suis là, j'écoute. Je dis, ah ouais, chaud. Ah ouais, chaud. Voilà. La preuve, on a combien de danseurs qui sont les meilleurs du monde? Mais on a combien de studios qui appartiennent à ces danseurs? On a combien de compagnies, combien de boîtes de production? Les anciens, au lieu de se battre avec les jeunes, normalement, ils devraient les manager. On est d'accord avec ça. Si. Donc, si on ne les manage pas, c'est parce qu'ils sont encore dans le game. Mm. C'est-à-dire ils sont encore des... Il y a encore un problème d'ego. Exactement. Il y a un vrai problème Il y a- d'ego. Chez nous, il n'y a que des Cristiano Ronaldo Oui. qui ne veulent pas arrêter, qui veulent encore marquer des buts. J'aime cette comparaison. Non, mais c'est vrai. C'est réel et justement c'est pour ça qu'on invite des personnes comme toi ou qu'on a des invités de marque comme toi ou d'autres. C'est pour justement que les podcasteurs, quand ils écouteront ce podcast, apprennent des uns et des autres. De toute façon, on est là pour apprendre. Moi, j'aimerais revenir sur une expérience qui t'a marqué et je pense tu me l'expliqueras très bien et rebondir sur ça. Mais ton expérience au Brésil, je sais que tu la racontes souvent et je sais que ça t'a touché. Mais justement, si tu la racontes souvent, c'est parce que ça t'a touché et je pense savoir pourquoi. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Ben, en vrai, je crois que c'est la première fois où je voyage et je me rends compte que les autres voyages que j'avais faits étaient nuls et que j'étais en adaptation. Pas qu'ils étaient nuls, que j'étais en adaptation. C'est-à-dire que moi, mes premiers voyages que j'ai faits, c'est en Russie. Oui. Tu vois. Et no shade, je kiffe la Russie. Moi, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup la Russie. J'ai des amis là-bas. C'est-à-dire que j'ai commencé par des pays de l'Est, etc. Et forcément, quand tu commences à faire des voyages comme ça, mais tu t'habitues à certaines choses que pour toi, tu dis, ouais, ça fait partie du job, quoi. Quand je suis parti au Brésil, je vois des gens qui ont ma couleur. Je vois des gens qui mangent la même chose que je mange. Je vois des manières de fêter la musique qui me ressemblent. Je vois des gens qui dansent. Pas qui font du hip-hop, qui dansent. Et en vrai, quand j'ai vécu ça, tu vois, je me suis dit, putain, mais en fait, j'étais en adaptation tout le temps, en fait. J'étais en adaptation tout le temps. Est-ce que quand tu dis que tu étais en adaptation, que tu faisais ces voyages-là parce qu'on te disait, ah, mais il faut que tu ailles là-bas, Non, ou pas? c'est pas ça, c'est que tu vois, quand moi je le dis clairement, souvent je dis la même chose. Je dis, moi, on paye ma danse, mais ma danse elle est avec mon corps. Donc on me balade partout. Dans le monde, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'est grave lourd parce que j'ai appris à des cultures, des langages, des nourritures. Tu vois, des fois j'entends des choses. C'est marrant parce que là j'écoutais un podcast tout à l'heure sur le foot. Et le mec il dit. Il va jouer en Russie, le type dit ouais, Moscou, c'est vraiment nul Moscou, tu vois. Alors dans sa vie, dans comment il en parle, ça se voit qu'il a jamais été dit. Parce que Moscou c'est une belle ville quand même. Ouais, et puis la nourriture elle est incroyable là-bas parce que enfin bref. Ouais. Mais tu vois, j'ai compris que le gars il n'a jamais été le mec qui a parlé, mais tu vois, j'ai découvert plein de choses. Et quand j'arrive dans un endroit où j'ai pas m'adapter, où le gars il me dit je suis désolé mais on a que du riz et des haricots rouges et du poulet. Je me dis, putain, j'ai mangé ça toute ma vie. Grave, c'est génial. Le rêve, le paradis. Et en vrai, c'est même pas question de paradis, c'est quelque chose qui est proche de ma culture. En fait. Ouais. Et en vrai, le fait que ça soit proche de ma culture, je me suis dit, putain, en vrai, j'étais en adaptation. Quand je dis en adaptation, ça veut dire que je m'adapte. On mange quoi? Ouais, on mange des patates, vas-y, on mange des patates, tu vois. Mais je m'adapte, quoi. Je m'adapte à un langage, à une manière de faire, à une manière d'être. Et là, je suis dans un truc où ça me ressemble et puis je pense que S'adapter, c'est pas être pro. Totalement. Mais du coup, si on est pro, est-ce qu'il y a le kiff aussi qui va avec? En vrai, pour être sincère, c'est impossible dans tout ce que tu fais dans la vie que tu aies 100% de kiff. Ouais. On est d'accord. Donc à partir de là, c'est comme c'est souvent je prends cet exemple là, mais quand les gens ils disent ouais non mais trop bien t'es avec ta femme et tout, non, je dis ouais mais en vrai je sais même pas, je sais même pas comment te dire si c'est bien d'être en couple ou bien d'être en célibataire. Il y a des côtés archi bien être célibataire. Et des côtés archi bien d'être en couple. Et des fois, t'es en couple, tu te dis putain, mais je ferais tout pour être Ouais, t'inquiète. Et je sais que des fois, il y a des mecs célibataires qui disent je ferais tout pour être en couple. Donc en vrai, c'est comme je dis, la satisfaction, c'est
De s'adapter. Et je pense là, on se retrouve aussi parce que on peut être très bien en couple et on peut être très bien célibataire. Du moment qu'on est en accord avec soi-même, c'est le plus important. Je vais revenir sur une anecdote. Je sais que je l'ai racontée des fois, mais je l'ai trouvée intéressante parce que ça fait un peu débat avec ce qui se passe actuellement par rapport à. Je reviendrai dessus. Mais tu parles du fait que l'une de tes plus belles expériences, c'est quand tu as dansé devant 30 personnes au Brésil et que tu as fait pleurer ces personnes. Ouais. Est-ce que ce qui leur a fait pleurer un petit peu, c'est plutôt ce que toi, tu as véhiculé en termes de sentiments et qui a fait miroir chez eux? Ouais, je sais, franchement, je sais pas. Déjà, de un, c'est un peuple qui pleure beaucoup, déjà. Oui. C'est un peuple qui vit, qui ressent les choses. C'est ça, je parle de vulnérabilité. De voir des mecs renois pleurer parce que tu as bien dansé, c'est impossible ici. Je suis d'accord. C'est vrai en plus. C'est vrai. Mais c'est pour ça que je te parle vraiment de. Et en vrai, j'ai pas demandé pourquoi. Je suis incapable de dire pourquoi ils ont pleuré. S'ils pleuraient parce que c'était le dernier cours, parce qu'ils avaient kiffé sur moi, ou parce que j'ai bien dansé, ou parce que le son. Quand c'est arrivé, la sensation que j'ai eue, je ne l'ai jamais eue avant. Oh. Donc, moi, ma réaction, c'est que si j'avais demandé pourquoi il pleurait, j'allais pleurer moi-même. Et je ne voulais pas pleurer. Dans mon délire de... Donc, tu t'as tenu, quoi. Ouais. Oh, là, c'est chaud. L'émotion, elle aurait été d'autant plus belle. Mais je suis dans mon délire, tu lèves les yeux, tu vois tout le monde pleurer. Mais moi, justement, c'est là où je trouve ça intéressant et c'est pour ça que je parlais justement, c'est d'actualité. Aujourd'hui, il y a eu cette polémique par rapport à Doctolib où tu as beaucoup de médecins qui reprochent à certains art thérapeutes d'être dans le carnet d'adresses de Doctolib. Mais justement, quand on est artiste, on est un peu des thérapeutes de l'âme. Je m'explique. Ouais. Et on est un peu des thérapeutes. On est des thérapeutes de l'âme. Donc, il y a ce côté un peu thérapeutique parce que, certes, la médecine, c'est important, mais quand on se sent bien, c'est aussi important et ça permet de lutter contre certaines maladies. Des études ont été faites sur ça et il y en a des tonnes. C'est au bout d'un moment, en fait, en réalité, quand tu arrives à un certain niveau de la danse, on est des thérapeutes. Ça, Charlie, le mardi, on est des thérapeutes dans nos cours avec les adultes, parce qu'on leur transmet ces ondes-là. Et moi, à partir du moment où je me suis... En fait, c'est toujours le sentiment d'imposteur de ne pas être à ta place, tu vois. Et je pense que c'est comme ça, on est des autodidactes, entre guillemets, on a appris des bases, etc. Et voilà, tu vois. Mais une fois, je suis allé à Lyon, je donne des cours avec des handicapés. Et quand tu arrives à leur faire ressentir certaines émotions, à les faire bouger, et que du coup, nous, parce que moi, ce que je dis à chaque fois, et c'est important, à chaque fois, je le répète tout le temps, je dis, moi, je m'exprime plus facilement avec mon corps qu'avec ma parole. C'est-à-dire que nous, sans s'en rendre compte, on arrive à le mouvement, c'est-à-dire que quelqu'un qui bouge, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, tu sais, tu arrives à lire la personne, tu arrives à voir son vécu, tu arrive à comprendre. Oui, totalement. Faut savoir la personnalité de la personne. Voilà, c'est ça. Et je suis totalement d'accord avec vous, tu vois. On a un côté thérapeutique. Moi, je sais que, tu vois, quand je donne des cours, la manière dont je donne les cours, comment je parle aux élèves, comment je les amène dans mon délire, au final, ils sont là, waouh, ils sont bien et tout. Mais la question est, j'adore cette phrase de Kendrick Lamar, Nobody pray for me. Ce qui veut dire par là, c'est que toi, tu es là pour les gens. Tu donnes. Mais quand tu fais ça pendant 20 ans, et tu as donné pendant 20 ans, toi aussi, il faut aller voir un thérapeute. Oui, et je suis d'accord avec ça aussi. Et en vrai, ça joue beaucoup sur notre culture. Quand je dis de voir un thérapeute, c'est qu'il faut trouver ta manière de prendre soin de toi-même. Parce qu'en vrai, il y a un proverbe français qui dit les clowns sont souvent les personnes les plus tristes. Et tu fais rire tout le monde, mais qui te fait rire toi? Parce que tout le monde a déjà ri. Et en vrai, il y a ce truc-là où tu es à la merci des gens. Surtout, je parle vraiment de danseurs, entre guillemets, qui sont en tournée, soit qui donnent des cours partout dans le monde. Parce que tu es seul. Parce que la solitude. Seul. Moi, je kiffe être seul. Moi, franchement, je dis la vérité. Moi, les voyages, ça m'a construit. Ça m'a construit. Cette période-là, à partir du moment où je suis devenu danseur professionnel, laisse tomber. Non, et ça fait écho avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que
notre communauté, parce que je suis noir aussi, on ne me voit pas, mais je suis noir aussi, a des problèmes avec la sensibilité et vulnérabilité et à exprimer ce qu'il ressent réellement. Donc, ça revient avec tout ce que tu dis exactement. Et tu vois, Yudat, en vrai, là où je suis le plus fier de mes gars, je le dis clairement, là où je suis plus fier de mes gars, c'est que on est en train de beaucoup d'entre nous, on est en train de casser ce mur de vulnérabilité, tu vois. Il y avait le battle dimanche dernier de Nickel. Nickel, il nous fait une déclaration à Samuel et moi devant tout le monde, tu vois. Ouais, j'ai vu passer. Tu vois, et après on se prend dans les bras, on a les larmes aux yeux et tout, mais en vrai on arrive à faire ça maintenant parce qu'on est passé par plein d'étapes, on s'en dit mais c'est pas normal. On avait fait un spectacle, même la première création, notre première ébauche de création, c'était sur ça, c'était wesh on est poteau mais je vais jamais te dire je t'aime. Et en vrai c'était un truc où ouais non, je vis des trucs forts et tout, on faisait des trucs comme ça, mais je te dirais pas je t'aime, tu vois. Si je t'aime, ouais, je le dis à ma meuf, mais pas à toi, t'es sérieux. Mais en fait, c'est ce truc-là où, en vrai, on a du mal à se dire des choses, on a du mal à être vulnérable. Et c'est quoi être vulnérable pour nous aujourd'hui ? Pour nous, en vrai, c'est quoi être vulnérable pour un homme ? Pour moi, il y a plein de choses. Le fait d'avouer ce qu'on ressent, les sentiments à l'égard de nos amis, de nos familles et de toutes ces choses-là, en fait. Comme tu dis, de dire, je te dis je t'aime sans problème. Donc, tu vois, vas-y. Continue. D'apprendre à le dire, vraiment, c'est vraiment toutes ces choses-là. Et ça, c'est vrai que on a ce problème-là. On n'a peut-être pas appris aussi tous les jours. Ouais, et l'autre truc aussi, très très important, et c'est pour ça que je reviens surtout dans la communauté de la danse, je suis en galère. J'ai été en galère. Il y a des danseurs qui ont été dans la rue. Et des danseurs que leur sac à dos, c'était leurs affaires. Et j'ai des problèmes psychologiques. J'ai ci, j'ai ça. C'est truc qu'ils vont dire, j'ai gagné ça, j'ai gagné ci. Ouais. Si, je le dis, moi, à partir du moment où je me définis par rapport à mes victoires, c'est que j'ai une baisse estime de moi-même. Après, ça dépend quelle victoire. Parce que je ne parle pas de victoire de danse. Je parle de victoire de battle. Okay, si par exemple, j'arrive là, pour moi, c'est la même chose que quelqu'un il vient, et ça arrive souvent dans la danse où le père il dit j'ai dansé avec Beyoncé, Mariah Carey, un tel. Si toi, ta carrière, elle se définit par rapport à des personnes avec qui tu as dansé derrière, c'est pour moi une baisse estime de soi. Si moi, je dois me définir en disant j'ai gagné juste debout, j'ai fait ça, c'est que j'ai une baisse estime de moi. D'accord. Parce que si c'est des événements 3 fois 6 sous et que c'est ça qui nous définit, non. Et que tu as fait 20, 30 ans, 40 ans de carrière, non. Parce que l'argent part, mais les sentiments restent. Ouais. Les sentiments restent. Est-ce que il y a aussi l'âge qui joue, la maturité. Ouais. Ce que j'allais dire. Qui permet d'en apprendre sur toi et du coup de pouvoir exprimer. Ouais, moi je pense pas que je suis pas le même homme que quand j'avais 18 ans, que maintenant, etc. Tu vois. Ouais. Moi, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est d'être seul. C'est que quand tu es seul, là, je vais faire 11 heures d'avion. Je vais pas écouter la musique pendant 11 heures. Je vais pas dormir pendant 11 heures. Je vais pas regarder des films pendant 11 heures. Pendant 5 heures, peut-être, je vais réfléchir. Donc, au bout moment, tu check. Tout seul, tu check. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Justement, j'écoutais un podcast justement sur l'aspect de solitude. Et tu parlais justement le fait de danser derrière Beyoncé et tout, de se cacher derrière ça et de se dire « Ah, mais je danse ça » et de se sentir solitude. Mais aussi, ce que tu dis, apprendre à être seul pour apprendre à se connaître. Justement, il parlait de ça, le fait qu'il soit seul, qu'il apprenne à se connaître. Et il faisait la différence avec la solitude où tu es entouré. Tu es entouré, mais tu te sens seul, vraiment. Vraiment sur ce côté-là. On arrive à la fin de ce podcast, Jimmy, et ça a été très intéressant parce que c'est justement l'aspect dont je voulais évoquer avec toi. Parce que on parlait d'hypo. Oui, mais je pense que tu en parles assez. Ouais, grave. T'en parles assez. Nous, en fait, c'est toi qu'on voulait connaître et je sais que justement, tu es une personne solaire, mais comme tu dis,
pour être ce personnage-là, tu as été passé par différentes étapes. Et justement, c'est ces étapes-là qui nous intéressent et qui peuvent intéresser les autres qui, en entendant tes paroles, en entendant ton message, se diraient peut-être, ouais, mais moi, là, je me sens pas bien. Ok, Jimmy, il a vécu ça. Ah, mais ok, Jimmy, il a dit ça. Et c'est ça surtout qui compte. Non, en réalité, pour moi, tout ça définit Hippo. Ouais. Tu vas se dire ou pas? Totalement. C'est comme tout ce qu'on se dit, définit-le dansez-vous, etc. C'est le fruit de la solitude, une réflexion, etc., pour arriver à ça. Et du coup, sur l'émission Mindset, c'est surtout ça qu'on parle. C'est que je pense que en écoutant ton parcours et en écoutant ton histoire et avec les messages que tu défends, ce sont les valeurs que directement tu as mis dans ton média et qui font que ce soit toi ou que... C'est toujours la même chose où on me disait que... C'était avec toi au téléphone? Tu me disais que quelqu'un qui sait faire de l'argent, oui. Même quand tu le... Vas-y, redis, la phrase était... Je disais que... Mais j'utilisais ça, on peut l'utiliser avec plein d'autres exemples. Mais je disais quelqu'un qui sait faire de l'argent. Demain, il perd un business, tu le mets dans un autre pays, il saura faire de l'argent parce qu'il a la méthode. Donc, il a la méthode. C'est ma mère qui fait ses blagues pour tapis. 3 milliards. Nous, on est pauvres, on ne trouve même pas 200 € par terre. Ah, c'est énorme. Énorme. Ah, mais Dodarad aussi. Tapis, il a été un pauvre. C'est pas un héros. Il est millionnaire. Bon, il a fini en prison quand même. Hein. Non, mais... Ils sont en prison, les gens sont en prison, ils sont rien. Et cet exemple, il est valable pour tout, en fait. Du moment qu'on a un savoir-faire, qu'on a une méthode. Et bon, après, ça ne sera pas toujours simple. Mais par exemple, toi, aujourd'hui, tu sais que là, justement, par rapport à ce que tu disais, tu sais que tu as un problème. Tu ne vas pas avoir de honte à dire, écoute, je dis, Samuel, par exemple, je parle de ton frère, Samuel, là, j'ai un souci là, j'ai besoin de toi. Tu vois, j'ai besoin de toi au lieu de refaire les mêmes erreurs d'avant et de cacher tout pour toi et de te sentir mal, en fait. Donc, c'est pour ça que je parlais de cet exemple-là. Et tu penses que tu as mis, pour revenir, pour conclure un peu là-dessus, c'est... Tu penses que les valeurs que tu as dans ta danse, tu les as transmises du coup dans ton média? Enfin, pour créer ton média et pour... Je ne peux pas parler encore de réussite, mais pour le faire grandir? C'est lié ou pas? Ouais, du tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui est lié. Dans le mindset, hein, je te parle. Ouais, dans le mindset, il y a quelque chose qui est lié. Et un truc aussi que j'ai kiffe, c'est de repartir à zéro. Parce qu'en fait, mon média, je repars à zéro. En vrai, je suis dans une bulle aussi de... Entre guillemets, d'influence. Tu mets une vidéo, monsieur, ça déchire. Là, tu poses une vidéo, il n'y a personne qui cale à ton truc. Tu vas revenir dans ça m'a fait un bien fou. Ouais, casser ton confort. Ah ouais, ça m'a fait un bien fou. Mais je sais pas si toi, moi j'ai besoin de nourrir cette compétition, cet esprit de compétition. Non, moi c'est fini. Moi j'en ai toujours besoin, moi. Compétition. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est à l'époque peut-être c'était plus les battles, tu vois. Mais du coup, j'ai besoin de me challenger. Oui, plus challenge. C'est parce que je me considère moi comme un compétiteur, mais du coup c'est pas que battle, mais c'est dans tout. Ouais, pas moi. Et du coup, je me fixe toujours des challenges, des fois stupides, et des fois c'est un challenge bête, c'est je vais me filmer, je vais dire allez, je vais monter ça et en 1 heure il faut que ce soit sur les plateformes, mais du coup c'est juste pour me challenger, tu vois. Moi c'est plus ça. Moi en vrai j'essaie de m'améliorer, mais je pense que justement j'ai fait Hippo pour être en paix avec moi-même. Pour ne plus, je l'ai dit devant la caméra, mais c'est un truc que j'ai processé, etc. Mais j'ai voulu me guérir de l'attention des gens. Le média, c'est pas moi. Le média, c'est pas moi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Dans la vie, ça ne sert à rien d'être connu, ce qui compte, c'est d'être utile. Totalement. Et j'avais l'impression d'être plus connu que utile. Et je vais me dire, mais c'est mon impression à moi.
Et en fait, le fait de pas me retirer, mais de me mettre, moi, Jimmy, en second plan, pour mettre en avant la carrière des autres, ce que les autres, ils accomplissent, qui ils sont, etc., etc. Pour moi, c'était une manière de me guérir de l'attention que j'ai pas eue plus tard et d'être toujours dans ces courses de l'attention. On va jamais finir, mais du coup, tu me pousses à me poser une question. Est-ce que... Désolé. Hein. Non, mais nous, au contraire, c'est plaisant, c'est pour toi. Donc, on pourrait parler pendant des heures. Mais est-ce que c'est parce que tu as eu à un moment de ta vie une crise d'ego? Parce que, faut dire... Oui. Ouais. Oui. Mm. Avant le Covid, 2019 et tout. Et en fait, parce qu'à la base, je suis fort sur Instagram. Mm. J'ai compris l'algorithme et tout. Mm. J'avais une technique. J'étais l'un des danseurs les plus suivis. Il va faire sa formation bientôt, vous inquiétez pas. Comment réussir sur Instagram. J'étais trop chaud. Franchement, tous les gens qui me suivent à l'époque, là, ils savent que Jimmy sur Instagram, j'étais trop chaud. Il y a plein de gens qui m'ont copié et tout. J'étais trop chaud. Quand Instagram s'est passé en vidéo, j'étais trop chaud. Cac, montage, poum, des photos qui deviennent des vidéos, des trucs. J'étais trop chaud, des lignes, oh là. J'étais trop chaud. Et il y a un moment, j'étais là, je me suis dit, mais ouais, Jimmy, là, je suis trop sur ma gueule. C'est-à-dire, j'étais dans les endroits, je faisais des vidéos, je faisais des trucs. Je dis, mais c'est trop. Il y a un moment, j'ai dit quoi? On dirait que si je poste pas, je suis pas un danseur, en fait. Pendant un an, j'ai pas posté. Ah ouais? Ouais, pour voir si j'osais m'inviter. Et le résultat? On m'a invité, mais moi. D'accord, ok. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, il y a une bascule en moi, je me suis dit, en fait, je suis appelé parce que je suis présent. Je suis pas appelé parce que je suis bon. Mm. Ouais, mais ça, c'est tout le monde. Je sais. Mais dans ta tête, quand t'invites, t'as l'impression qu'on t'invite pour toi. Non, t'invites parce que, en fait, on m'a invité parce que un travail amène un travail. Parce que je montrais que je travaillais, donc ça a donné confiance à l'autre de ma... En gros, c'est dans un roller coaster où je voyageais tout le temps. Et je faisais des vidéos. Et tu vois, c'est tout con, tu vois, mais j'étais jamais aux anniversaires de mes neveux. Ouais. Je voyais plus ma daronne. Avec ma copine, c'était dur. Et pourtant, je travaillais. Et les réseaux sociaux, j'étais au top. Mais c'était une image, ça. Et une fois, j'arrive et tout. Il y avait des... J'arrive au 104. Et je vais au 104, et un petit vient me voir et me dit « Ouais, j'aimerais trop avoir ta vie. » Et je venais m'embrouiller avec ma femme. Ma daronne, elle était fâchée contre moi. J'ai pas vu l'anniversaire de mon neveu. Et parce que je monte sur les réseaux, il y a un petit qui veut être comme moi, en fait. Ouais. Mais je lui montre pas ce que je disais tout à l'heure par la vulnérabilité. Je lui montre pas ça, en fait. Ce que je montre, c'est un monde merveilleux. Et en gros, c'est de ma faute que les petits, maintenant, ils veulent être professionnels et ils veulent voyager. Parce que je leur ai fait rêver, ça. Ouais, mais c'est un peu la faute d'Instagram. Après. Non, c'est ma faute. Il faut pas dire Instagram. Instagram, c'est un peu de jeu aussi. Non, j'aurais pu prendre ce truc-là et dire voilà, c'est pas facile de faire ça. Faites attention de faire ça. Non. Quand vous payez, c'est du brut. C'est pas le vrai prix. Ouais, et tu vois, et ces trucs-là, je disais pas. Et j'ai montré que la belle vie. Ouais. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis. Il y a il y a peu de temps, Max Love a fait un live avec Canon, justement, parce qu'il avait dansé avec Aya Nakamura. Et il a dit, écoutez, moi, je vais vous dire les choses. Ça se passe comme ça. Ne rêvez pas forcément de ça. C'est intéressant de faire de la scène et de danser devant de nombreux spectateurs. Mais en ce qui concerne l'aspect pécunier, ce n'est pas ce que vous pensez. Ouais, mais là, le truc qui est bien, ce qu'il a fait Max, c'est qu'il a parlé d'Aya Nakamura, mais ça revient sur la production d'Aya Nakamura. Moi, ce que je parle, c'est de parler de notre système à nous. Parce que les petits qui s'entraînent, c'est pour avoir notre système, pas pour danser derrière Aya Nakamura. D'accord, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est facile pour Aya. C'est facile de dire, tu danses pour Aya, puis Aya, elle n'aime pas les concerts, c'est particulier, Aya. Et c'est encore une femme Renoir. C'est particulier. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parler de notre système, de ce que les jeunes y rêvent. Les jeunes, ils rêvent pas de danser derrière. Les petits qui s'entraînent là, ils rêvent de voyager, d'aller en Corée comme moi demain. Et à ces jeunes-là, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Don't believe the hype. Ouais, c'est vrai. Don't believe the hype. Elle traduit parce que tout le monde ne comprend pas l'anglais. Ne croyez pas la tendance, ne croyez pas ce qui se passe, ne croyez pas les réseaux sociaux. Ne croyez pas que la vie des mecs que vous voyez... Non, chacun sa lumière, il faut juste trouver là où elle brille. C'est dur, hein, de combattre les réseaux sociaux.
pas pour nous, parce que nous, on est nés sans et on est gros après. Mais pour des jeunes qui sont qu'avec les réseaux sociaux, C'est pas les réseaux sociaux le problème. Je dis toujours la même chose. C'est pas les réseaux sociaux. Tu sais, je mets cette image-là. C'est après, désolé, je vais peut-être vous relancer. Mais... Oh, mais nous, je t'ai dit. Vous savez comment on a créé l'arme à feu? C'est d'où vient le mécanisme de l'arme à feu? En plus, je crois que je l'avais entendu, cette histoire. Ouais. Ça met des feux d'artifice. Les Chinois ont inventé les feux d'artifice. Il y a quelqu'un qui a regardé ça, il a dit je vais m'en servir pour tuer quelqu'un. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à la base, ouais, ok. c'est pas Instagram, c'est un truc cool. C'est la nature humaine alors. TikTok, ça, oui, c'est un truc cool. C'est ce que t'en fais qui peut devenir quelque chose de nocif ou de bien. Faire un média parler des choses. Par exemple, mon média, je vous dis la vérité, je sais comment faire je sais comment doubler, tripler mon truc de like. Ouais. Je sais exactement comment le faire. Mais je préfère être utile qu'être connu. Et c'est pour ça que je dis que c'est parce que ça vient de la première question que tu m'as dit par rapport à la danse, Ah oui, la carrière. totalement. Et le truc, c'est que dans ma danse, j'ai été, pour moi, pas utile parce que j'ai dansé. Je m'étais utile à moi. Je me suis servi de ce qui se créait, des outils qu'il y avait autour de moi, pour être présent. Mais j'ai pas été utile au jeune Jimmy. Et j'ai peut-être même, d'une manière, été un peu nocif. Et je l'ai fait rêver et croire et montrer des choses qui n'étaient pas toute la réalité. Je me permets de rebondir dessus. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a la Youth Dad School à... Je ne sais pas si tu gères la Youth Dad School avec ton frère? Non, tu gères pas du tout. Non. Les gens qui gèrent la université, c'est Nordine, Mams, Junior et Robin. Est-ce que du coup, des fois, tu y vas et tu transmets ce message et tu parles de ces choses-là avec eux? J'en parle avec le maximum de personnes possible. Pas justement. En fait, je le fais gratuitement. Dès que je parle avec un jeune, un jeune, même un vieux, il me parle, j'ai de voir s'il peut être amené à écouter, pas à entendre. Parce que sinon, je vais faire la morale et je vais être comme les mecs qui crient Jésus là. le mot de la fin, du coup. Ouais. J'attends que... toi, si tu as quelque chose à dire. Au mot de la fin, soutenez tous les gens qui écoutent, soutenez tous les médias. Parce qu'en vrai, normalement, chaque personne qui est dans ces cultures devrait soutenir et suivre tous les médias qui ne reposent pas à leur passage uniquement. Et ça se fait pas parce que les gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Donc pourquoi aimer quelque chose qui parle d'eux-mêmes? Belle parole pour la fin d'un podcast. En tout cas, merci Jimmy pour toutes ces belles paroles. Et je pense que beaucoup se retrouveront, comme je le disais tout à l'heure, dans ces messages-là. Merci à toi et à bientôt. Ciao. Salut. Peace. Peace.